Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre invitation à partager vos réflexions et à la confiance que vous me faites en me donnant ce rôle d'initiateur ou de stimulateur de ces réflexions. Bon, je regrette vraiment de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui, mais comme vous le savez, voilà, la vie est compliquée et les agendas sont chargés pour ceux qui ont la chance d'avoir un travail et qui ont trop de travail pendant que d'autres en ont pas. Alors je vais essayer de répondre aux questions qui sont posées dans le programme et dans l'annonce de cette journée. C'est la raison pour laquelle, en même temps que je me filme devant mon ordinateur pour pouvoir vous envoyer ce document, je regarde sur mon écran un certain nombre de notes que j'ai prises. Pardonnez-moi s'il n'y a pas la belle mise en scène et la belle réalisation filmique qu'auraient fait des professionnels, mais je pense que c'est le contenu qui nous intéresse plus que tout. Voilà. Bon. Euh, je vais commencer par la question générale qui se pose en titre de cette journée, qui est langue et vivre ensemble, n'y a-t-il que le français en France? Bon, évidemment, la réponse est non. Il n'y a pas que le français. En France, la France est un pays plurilingue comme toutes les sociétés, parce que c'est un pays qui a une situation, une histoire particulière. La France est à la fois constituée de populations au départ diverses, qui ont des langues différentes, qui ont été petit à petit amalgamées, annexées de gré ou de force dans ce qui est aujourd'hui la France, d'abord européenne, puis en l'élargissant, la France avec ses territoires et départements d'outre-mer, et évidemment ces populations nombreuses, pour certaines très éloignées, ont longtemps parlé, et continuent souvent à parler, parfois de façon quantitativement, proportionnellement très importante, d'autres langues que le français. Il y a même, il faut pas l'oublier, des Français qui sont pas francophones, des citoyens français ou des citoyennes françaises qui sont pas francophones. Dans certains territoires ou départements d'outre-mer, je pense par exemple à la Guyane où il y a des Guyanais qui sont des Français, statutairement en tout cas, dont les langues sont très différentes et très éloignées du français, qui en font pas partie. Et pourtant, la Guyane est un département français à peu près totalement au même titre que peuvent l'être l'Hérault dans lequel vous vous trouvez ou l'île-et-Vilaine en Bretagne où je me trouve pour vous parler. Cette pluralité linguistique de la France, elle est ancienne. Il ne faut pas oublier que ben justement, je suis en Bretagne, pays marqué par deux langues régionales historiques, le gallo et le breton. Vous êtes à Montpellier ou aux alentours, on parle une langue qu'aujourd'hui on appelle l'occitan. Moi, je suis provençal d'origine, je suis né de l'autre côté du Rhône, après Marseille, et ma langue familiale est le provençal, et je continue à la parler. Et il en va ainsi de la grande majorité finalement de ce qui constitue le territoire français d'aujourd'hui. Et même si une partie de la population, suite à une histoire qu'on connaît bien, de tentatives d'éradication des autres langues par le pouvoir dominant de Paris, ben même si beaucoup de personnes ont fini par céder, abandonner leur langue et passer au français, il y en a quand même plein qui parlent d'autres langues. Et puis les gens se sont mis à parler le français de façon différenciée, de façon diverse. On ne parle pas le même français, comme vous le savez, à Montpellier, à Lille, à Fort-de-France, à La Réunion, et évidemment à Bruxelles, à Genève, au Québec ou à Dakar. Et puis il ne faut pas oublier que sur le territoire français sont toujours venus, et bien avant que ça soit le territoire français, des gens qui ont bougé. L'histoire de l'humanité, c'est une histoire de mobilité, c'est une histoire de nomadisme, c'est une histoire de ce qu'on appelle aujourd'hui l'émigration ou l'immigration ou la migration. On va pas entrer dans le détail de ces termes-là, mais ça vaudrait le coup d'en discuter. Et donc, ça veut dire qu'il y a toujours eu des gens venus, entre guillemets, d'ailleurs, qui se sont parfois installés, parfois durablement, parfois provisoirement, sur des territoires et dans des groupes humains qui étaient installés avant eux. Hein, j'aime bien utiliser l'expression pour parler des gens qui étaient là avant, je les appelle les déjà là, parce que je pense pas qu'il y ait des gens qui soient, entre guillemets, de souche, comme disent certaines personnes avec des idéologies
que je réprouve, et des gens qui seraient venus d'ailleurs. Finalement, tout le monde est venu d'ailleurs à un moment ou à un autre de son histoire, ou de l'histoire des générations précédentes. Simplement, il y en a qui sont déjà là quand d'autres arrivent. Et ceux qui sont déjà là, et surtout ceux qui sont déjà là depuis un certain temps, ou dont les parents, les grands-parents étaient eux-mêmes déjà là, ont tendance à penser qu'ils sont les seuls légitimes à occuper ce territoire, à organiser cette société, et que c'est ceux qui viennent d'ailleurs qui sont différents. Alors que finalement, ben, on vient tous d'ailleurs à un moment ou à un autre de notre histoire, et si personne n'était venu d'ailleurs, de toute façon, on ne serait pas là, ni pour en parler, ni pour regarder les nouvelles qui arrivent. Et ces gens-là apportent avec eux des langues. Hein, les populations qui bougent, les personnes qui bougent, amènent avec elles les langues qu'elles parlent déjà, leur langue familiale, les langues du voisinage, les langues qu'elles ont attrapées au cours de leur mobilité à travers le monde. Du coup, elles viennent enrichir la palette plurilingue des sociétés dans lesquelles elles s'installent. Là, on parle de la société française. Elles viennent enrichir la palette plurilingue de la société française. Des études montrent que en France, aujourd'hui, là, hein, ces 20-30 dernières années, plusieurs études ont montré que le nombre de langues parlées par les gens qui vivent en France dépasse 400. Donc 400 de langues différentes sont parlées en France. Évidemment, c'est pas 400 langues historiquement installées depuis des siècles ou des millénaires, hein, bien sûr. Il y en a qui sont arrivées plus récemment que d'autres, avec des personnes venues plus récemment que d'autres. Mais enfin, vous voyez, le degré de plurilinguisme est quand même très très fort. Ces langues sont utilisées par les gens pour vivre ensemble. Il faut pas oublier ça. Hein. Et il faut pas oublier non plus que quand les gens viennent dans une nouvelle société, dans un nouveau territoire, leur façon de se rassurer, leur façon de retrouver des repères, leur façon d'être aidés, leur façon de survivre, c'est de commencer par se rapprocher des gens qui parlent la même langue qu'eux ou une langue très proche de la leur. Donc leur première étape, c'est d'abord de se regrouper au moins linguistiquement et de se faire aider au moins linguistiquement par celles et ceux qui peuvent jouer le rôle de traducteurs, de médiateurs linguistiques et culturels avec le reste de la population. Et c'est bien normal, heureusement, que les gens peuvent faire ça et peuvent s'entraider comme ça. Il n'y a pas que le français en France, c'est clair. On peut vivre en France en utilisant d'autres langues que le français. Il est probable qu'on peut vivre en France sans utiliser le français. Euh, il, il y a des cas connus, hein, il y a des études qui ont suivi des histoires familiales ou des histoires de personnes qui montrent qu'on peut vivre en France sans connaître le français ou en tout cas qu'on peut assez facilement vivre en France en comprenant le français sans le parler, parce qu'il ne faut pas oublier que les compétences linguistiques ne sont pas tout amalgamées, qu'elles se répartissent de façon progressive et diverse dans les différentes choses qu'on peut faire avec nos ressources linguistiques. Euh, et que du coup, bon, il n'y a pas que le français pour vivre en France, que ça soit des gens qui parlent d'autres langues que le français. Je veux dire, si vous allez à la Réunion ou à la Martinique ou à la Guadeloupe, vous pouvez vivre en apprenant le créole, en ne parlant que créole. Euh, il y a sans doute encore aujourd'hui des situations en France dites métropolitaines ou en France que je préfère appeler européennes. Il y a sans doute des situations et on m'en a rapporté hein, de gens qui vivent entourés avec un voisinage, etc., qui fait que bon, le recours au français finalement n'est pas indispensable. On a une vie sociale, on a du monde autour de soi, on a de l'entraide, on peut faire ses courses, on peut demander aux gens de nous remplir les papiers dont on a besoin parce qu'ils savent lire et écrire ou parce qu'ils savent la langue en question. Et les réseaux d'entraide permettent de faire en sorte que les compétences linguistiques des autres vous aident, vous soient utiles, que vous pouvez passer par les compétences linguistiques des autres. On n'a pas tous besoin d'avoir toutes les compétences linguistiques ou la compétence dans la langue dominante ou dans le système de communication dominant. Euh, il n'y a pas que le français pour vivre ensemble, la réponse est claire. Il n'y a pas que le français en France, la réponse est claire. Maintenant, il n'empêche pas qu'on est dans une société qui a érigé une langue en moyen dominant et quasi exclusif d'organisation sociale, comme marqueur
d'une identité nationale. De toute cette histoire a été bien étudiée, j'y ai participé d'ailleurs, hein. On voit bien comment à partir de la Révolution française, quand on crée la France moderne, celle qui va devenir une république à certains moments, qu'il est encore aujourd'hui, mais avec des changements de régime éventuels, cette France-là est une France qui se construit avec l'idée que il faut inventer une nation qui n'existait pas à la fin du XVIIIe siècle, on en a parlé juste avant, hein, qui n'existait pas à la fin du XVIIIe siècle, et que pour unifier la nation, euh, plutôt pour réunir la nation, on a décidé de l'unifier. Parce qu'on a pensé que c'était le plus simple et sans doute le moyen le plus fort, hein, de faire en sorte qu'il n'y ait finalement qu'une seule communauté. C'est une conception finalement relativement communautariste de ce que peut être une nation, c'est-à-dire une nation avec le moins de diversité possible et le plus d'homogénéité possible. Dans l'idéal, c'est d'ailleurs ce qu'on nous enseigne directement ou indirectement à l'école, et ce qu'on entend dans les discours médiatiques ou politiques dominants. Dans l'idéal, on aimerait bien que la nation française soit, alors déjà, qu'il y ait une seule nation française et pas plusieurs nations en France. Dans plein d'autres pays, on considère qu'il y a plusieurs nations qui coexistent et qui font une société. Mais donc qu'il n'y ait qu'une seule nation et que cette nation soit tellement unifiée, voire uniformisée, qu'on y parlerait tout le monde parlerait une langue et la même langue, parlerait aucune autre langue. C'est suspect, hein, on a tout fait pour éradiquer les langues des autres, hein, on a dit aux gens qui parlaient des langues régionales d'arrêter de parler leur langue, on dit aux gens qui viennent d'ailleurs d'arrêter de parler leur langue à leurs enfants et de parler français à la maison, donc on veut que tout le monde parle une seule et même langue, à l'exclusion des autres, que tout le monde ait une culture commune, qui serait la culture légitime, que tout le monde partage une histoire commune, hein. Vous avez même entendu des discours où on vous dit, à partir du moment où vous vivez en France, vous devez croire que vous avez des ancêtres gaulois. Bref, voilà, hein. Et même des mythes fondateurs. Du coup, les Gaulois, c'est un mythe fondateur de l'identité française, répandu finalement relativement récemment, à partir du milieu du 19e siècle, c'est-à-dire en gros de concevoir la nation comme une ethnie, hein. Et donc finalement, ce que souvent les tenants d'une identité française monolithique, uniformisée, unicitaire, reprochent à ceux qui sont porteurs de différences linguistiques, culturelles, etc., c'est ce dont ils sont eux-mêmes les porteurs, c'est-à-dire l'idée de faire communauté, l'idée d'une homogénéité très très forte sur tous les plans en même temps, c'est-à-dire qu'au fond, les communautaristes sont souvent ceux qui accusent les autres de l'être parce qu'ils ne savent penser qu'à travers une vision communautariste d'une société, où on fait une communauté fortement soudée, unifiée, uniformisée. Alors du coup, dans ce pays-là, la langue a joué ce rôle, et elle joue encore ce rôle quasiment sacré, quasiment religieux, d'être le totem de l'identité nationale, quelque chose qu'on doit révérer de façon religieuse comme si c'était divin, hein, si vous portez la moindre atteinte à la langue française, vous commettez une faute, c'est-à-dire un péché, hein. Tout le monde vous tombe sur le dos, on vous condamne, peu importe l'intérêt de ce que vous pouvez avoir à dire, vous n'avez pas le droit de changer quoi que ce soit à finalement la matrice au modèle, un peu comme un texte religieux que vous devez réciter sans jamais avoir le droit de rien y changer, hein. Bon voilà. J'ai constitué, puisque c'est un de mes objets de recherche, des corpus gigantesques de propos, de condamnations immédiates et virulentes de toutes les personnes qui ont tendance à euh, parler français autrement ou parler d'autres langues que le français, à qui on dit qu'il ferait mieux de parler la seule vraie langue supérieure aux autres ou de la parler bien plutôt que de la parler mal, au lieu de dire simplement qu'il la parle différemment. Dans ce contexte-là, évidemment, on est obligé de se coltiner avec ce français omniprésent, envahissant, perçu comme étant la seule langue, au point qu'il y a même des gens qui refusent d'entendre qu'on parle d'autres langues en France, hein. C'est un des discours récurrents, c'est de faire croire, c'est performatif, que les autres langues ont disparu ou vont disparaître de façon imminente. On en parle au passé, etc. Même les gens qui les parlent, j'ai rencontré des témoins qui parlent à propos de leur langue, en l'occurrence de langue régionale. Euh, Ça peut arriver pour des langues dites de l'immigration, qui en parlent au passé, comme si on les parlait plus, on disait ça, etc. Alors qu'ils le disent eux-mêmes parce que c'est une langue qu'ils continuent à utiliser. Vous voyez ce qu'on arrive à mettre dans la tête des gens, se débarrasser des autres langues, les renvoyer vers le passé, les renvoyer vers l'inutilité, les marginaliser pour
faire grandir encore la place déjà immense de cette langue française normée, en plus, pas n'importe quel français, qu'on pose au centre, là, autour duquel tout le monde devrait graviter. Alors, du coup, on est bien obligé de prendre ça en compte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, en France européenne, hexagonale, comme disent certains, ou dans ces territoires adjacents, la Corse, les départements d'outre-mer, les territoires à statut particulier, etc., euh, vivre sans la langue française, c'est compliqué. Tout est fait pour qu'on vous complique la vie et tout est fait pour vous obliger à en passer par là. Euh, et donc, c'est clair que, bien sûr, il n'y a pas que le français en France, mais il y a aussi le français en France. Et c'est clair que on peut vivre ensemble en utilisant d'autres langues, mais que le français fait partie des langues présentes et que vivre ensemble sans le français, ça complique un peu le vivre ensemble. Si la France était conçue comme une société plurielle, fédéraliste, etc., les choses seraient complètement différentes. Bon, hélas, enfin, de mon point de vue, hélas, elle est pas comme ça. Et donc, il faut bien qu'on fasse avec, en attendant éventuellement la transformer. Euh, du coup, bon d'accord, accéder au français. Mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix, pas y compris de façon contre-productive. Je veux dire par là, une des choses qu'on dit souvent, que vous rappelez dans votre texte au départ, c'est, alors je vais reprendre votre formulation, hein, il semble aujourd'hui que la maîtrise de la langue française soit une condition sine qua non, qui est du latin, de l'intégration dans le pays. Là, c'est un discours absolument répandu, y compris dans les textes officiels, etc. Il est normal que les gens le reprennent, mais il est faux, hein. Le français est pas et ne peut pas être, aucune langue d'ailleurs ne peut être la condition d'une intégration dans une société. Euh, Pratiquer une langue, je reviendrai juste après sur le fait de dire qu'on la maîtrise, c'est une façon de dire qui me semble problématique. Pratiquer une langue, apprendre une langue, se l'approprier, la pratiquer, est la conséquence d'une intégration et non pas sa condition. C'est-à-dire que pour que les gens aient besoin de développer des ressources linguistiques, il faut qu'ils aient des choses à faire avec ceux qui utilisent cette langue-là. C'est-à-dire il faut intégrer les gens humainement, socialement, professionnellement, culturellement. Au fond, il faut que les gens vivent ensemble, et c'est en vivant ensemble qu'ils apprennent les langues les uns des autres. Beaucoup d'études ont été faites dans ce domaine et ont montré ce que je viens de vous dire, qui est évidemment un peu contre-intuitif ou étonnant par rapport au discours dominant, hein. Beaucoup d'études ont montré que si on force les gens à apprendre une langue avant d'avoir besoin de son service, de s'en servir, ils n'ont pas de raison concrète, matérielle, que leur apprentissage, même sur le plan pédagogique, fonctionne mal. On n'apprend pas une langue pour apprendre une langue, on apprend une langue parce que c'est un moyen de relation aux autres. Si on vous dit, ben, d'abord tu apprendras la langue et après tu auras des relations aux autres, vous vous privez du moyen même de l'apprentissage de la langue. Donc il faut entrer en relation avec les autres pour avoir besoin d'apprendre la langue avec eux et avec elles. Et entrer en relation avec les autres, c'est faire des choses avec les autres. C'est partager des moments, partager des tâches, partager des activités, partager des projets. Je dis souvent, on devrait remplacer la notion de vivre ensemble par la notion de faire ensemble. Elle me paraît beaucoup plus dynamique et beaucoup plus efficace, beaucoup plus vraie que la notion de vivre ensemble. Parce qu'après tout, on peut vivre ensemble en s'asseyant côte à côte et en regardant les trams passer. On vit ensemble. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Rien. Est-ce qu'il y a des interactions entre nous? Ma foi, c'est même pas sûr du tout. Bon. Donc, il faut que les gens fassent des choses ensemble pour que ils aient besoin de développer et pour qu'ils développent effectivement les ressources linguistiques. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui peuvent vivre en France pendant des décennies sans jamais s'approprier le français. Vous connaissez sans doute comme moi, là aussi il y a des études qui l'ont montré, notamment parce qu'il n'y a pas que le paramètre de où on vient, il y a aussi des paramètres autres, socialement, culturellement, traditionnellement, etc. Souvent, vous allez avoir des femmes qui vivent au foyer, à qui on a dédié, bon gré mal gré, la mission de s'occuper du foyer, de faire les enfants, de les élever, etc., euh, qui ont du coup peu ou pas d'interaction avec un extérieur au-delà du foyer ou de son environnement immédiat, qui peut être très riche de vie, hein, c'est pas le souci, hein, avec sa famille, surtout quand c'est des familles étendues, avec son voisinage, etc. Une femme peut avoir énormément de relations sociales et être
je veux dire, ne pas vivre de façon isolée, c'est pas forcément un isolement. Hein. Faut pas croire que forcément ça veut dire que la personne elle vit recluse, pas du tout. Hein. Elle peut sortir avec ses amis, discuter, aller sur le banc, faire les courses, etc. Mais comme elle a rien à faire avec ceux qui parlent une autre langue, d'autres langues, ben finalement, elle n'a pas besoin de les apprendre, et même si elle le voulait, ben ça marcherait pas. Je connais plein de centres sociaux, de centres culturels. Il y en a un tout près de mon université, qui est en plein dans un quartier populaire très pluriel en termes d'origine des populations, où il y a des femmes qui ont 50 ans, qui vivent en France depuis l'âge de 20 ans, et qui vont essayer d'apprendre un peu de français. Ça veut dire que depuis 30 ans qu'elles sont là, elles l'ont pas appris. Pourquoi? Pas parce qu'on leur a pas proposé des cours, peut-être même qu'elles en ont suivi, mais parce que elles s'en sont jamais servies. Enfin, c'est comme si on vous apprend à conduire, mais que vous n'avez pas de voiture et que vous circulez jamais. C'est comme si on vous apprend à conduire, même avec une voiture auto-école, mais qu'après vous conduisez plus pendant 30 ans parce que vous n'en avez jamais l'occasion. Ben, finalement, très vite, vous allez, entre guillemets, désapprendre. Ça ne se sera pas installé en vous. C'est ça que je veux dire. Hein. Mais c'est pareil, pardon pour la comparaison. Cela dit, comparaison avec les voitures, ça marche bien pour les langues. Pardon pour la comparaison, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il faut déjà s'enlever une idée, c'est que la langue est une condition d'intégration dans la vie sociale, etc., la langue est une conséquence de ça. Et donc, il faut mettre en place des moyens d'intégrer les gens, et ensuite, ils vont apprendre les langues. On a la même chose avec les élèves à l'école. Hein. Si vous laissez les élèves à part en leur donnant des cours de français, d'ailleurs, c'est contraire à la Convention relative aux droits de l'enfant. Normalement, on n'a pas le droit de les mettre à part pour un prétexte linguistique, ça s'appelle de la discrimination. Mais bref, vous les mettez à part, ben, ils ne développent pas le français, ou très peu. La seule façon qu'ils développent le français, c'est qu'ils vivent avec les autres, qu'ils soient inclus dans la vie sociale avec les autres enfants. Alors évidemment, au début, c'est compliqué, mais si les autres enfants, et je vais y revenir, eux aussi, on leur apprend à vivre plurilingue avec des enfants qui parlent d'autres langues, au lieu de poser comme norme, ah ben vous voyez, il ne parle pas français, donc il ne peut rien faire avec nous, il ne comprend pas, etc. Ben évidemment, les enfants ne vont pas jouer avec lui, ils ne vont pas lui parler, on leur a mis dans la tête que la langue est une barrière. La langue n'est pas une barrière, la langue est un moyen. Et les langues sont des passer d'une langue à l'autre, c'est passer franchir une zone de transition qui est jamais une barrière. C'est très facile pour les humains et surtout pour les enfants et surtout pour les gens qui ont déjà grandi avec plusieurs langues d'apprendre de nouvelles langues. Simplement, on fait croire que c'est des barrières. Simplement, on se sert de la langue française en l'occurrence pour en faire un filtre, pour en faire un moyen de sélection de ceux et celles qu'on va considérer comme intégrés, de ceux et celles qu'on va rejeter, qu'on va considérer comme enfermés dans leur communauté, en faisant de la langue une condition, si vous voulez. Hein. Si on renverse la dynamique, du coup, les choses vont beaucoup mieux, se passent beaucoup mieux, la question linguistique devient beaucoup moins crispée, beaucoup moins centrale, et elle se met en place finalement spontanément, parce qu'un humain qui vit dans une société où des gens parlent d'autres langues, il les apprend spontanément. Hein. On n'a pas besoin d'être doué en langue, ça c'est l'école qui nous met ça dans la tête, enfin souvent on nous met dans la tête qu'on est nul en langue, parce que les humains sont tous bons en langue, parce qu'ils sont faits comme ça, ils naissent comme ça, parler des langues pour un humain c'est comme marcher, boire ou bouger, ça vient tout seul. Bon, c'est après si on les empêche de le faire, c'est comme quelqu'un qu'on empêche de marcher, au bout d'un moment, évidemment, il ne sait pas marcher, ça devient très compliqué pour lui. C'est pour ça qu'il vaut mieux vivre dans des sociétés plurilingues que dans des sociétés monolingues. Donc, je clôt ce point, cette question centrale, la place de la langue dans les processus dits d'intégration, il faudrait aussi qu'on discute tous ces termes, mais on n'a pas le temps, hein, c'est qu'elle est une conséquence de la vie avec les autres et non pas la condition de la vie avec les autres. Alors, j'avais dit, j'ai annoncé que je ferais une petite parenthèse sur cette expression qui est très courante en France, en français, moins dans d'autres langues, voire inexistante dans d'autres langues et dans d'autres sociétés, maîtrise de la langue. Alors en plus, en France, souvent on dit maîtrise de la langue, on précise même pas laquelle. Sous-entendu, c'est forcément le français, parce qu'il n'y a que le français en France. On revient à ce que je disais juste avant. Hein. Bon. Une langue, ça se maîtrise pas. Maîtriser une langue, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'on est maître dans la langue. Alors être maître dans la langue, c'est soit poser la barre très très haut, ça veut dire qu'on est un expert de la langue. Je ne sais pas qui peut se prétendre expert de la langue et comment ça se mesure. J'ai beau être linguiste, sociolinguiste et même didacticien des langues, je ne sais pas mesurer l'expertise linguistique. Je sais estimer ce que les gens arrivent à faire avec des ressources linguistiques en termes de relations aux autres, en termes de discours à produire, en termes de situations de communication dans lesquelles les gens peuvent
réaliser ce qui les tâche, atteindre les objectifs qui se fixent, mais je ne sais pas mesurer l'expertise linguistique. Bah, à mon avis, ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire soit qu'on vise à être maître, donc on met la barre très très haut. Vous n'avez pas le droit d'être juste apprenti ou moyen ou tâtonnant, ça c'est pas bien. Voilà, vous allez faire des fautes, péché mortel. Sinon, ça voudrait dire quoi? Que la langue est un truc sauvage et qu'il faudrait la maîtriser comme on maîtrise, vous voyez, un forcené ou comme on maîtrise un animal sauvage. Vous voyez le bœuf de Camargue, là, le bio, je dis le bœuf parce qu'en provençal on dit bio, le taureau, on dit en français, le taureau qu'il faut attraper pour le ferrer, pour le marquer, vous voyez bien, voilà. Bon, il faut maîtriser la bête. Mais non, c'est une langue, c'est pas ça du tout, ça n'a rien à voir avec ça. Une langue, ça s'apprend, ça s'utilise, ça se pratique, ça se maîtrise pas. Mais vous voyez derrière toute l'idéologie linguistique qu'il y a sous l'expression maîtrise de la langue, surtout quand en plus on dit même pas qu'elle sait, tellement elle apparaît être une évidence partagée, une évidence incontestable et indiscutable, c'est forcément la langue française. C'est ça dans les programmes de l'éducation nationale, hein, travailler à la maîtrise de la langue. Ça n'a aucun sens, c'est une absurdité, enfin, c'est un segment idéologique, de discours idéologique, si vous voulez. Donc je ferme la parenthèse, mais c'est pour vous dire que, vous voyez, toutes les façons qu'on a de parler de cette question révèlent en creux ou dans l'implicite ou caché sous les mots qu'on est dans un discours d'idéologie et pas dans un discours ni d'analyse distanciée rationnelle, ni de réflexion pratique pour que les choses fonctionnent et que les gens, justement, vivent ensemble et fassent des choses ensemble de la façon qui soit la plus agréable à vivre pour tout le monde. Alors, je continue avec vos questions. De ce fait, l'enseignement du français aux personnes venues s'installer durablement sur le territoire, qui a d'abord été une action militante, est devenu une nécessité pour répondre aux exigences du contrat d'intégration républicaine. Alors, est-ce qu'on est-ce qu'on met pas les choses à l'envers là aussi? C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir politique qui, pour des raisons idéologiques, invente ce truc qu'on appelle le contrat d'intégration républicaine. Qu'est-ce que ça peut faire qu'elle soit républicaine? Je veux dire, en Belgique, c'est une monarchie. Ils appellent pas ça le contrat d'intégration monarchique. Vous imaginez au Luxembourg, c'est un grand-duché, alors ils auraient le contrat d'intégration grand-duchique. Vous voyez ce discours idéologique, l'hypervalorisation, la République, le drapeau, la Marseillaise, voilà, le contrat d'intégration dans la République. En plus, c'est pareil que la langue française, on ne vous dit pas laquelle de République, il n'y en a qu'une au monde, la seule, l'exemple, le modèle, la République. Au moins, s'il disait la République française, enfin il dira en France, dans la société française, à mon avis, on s'intègre plutôt dans une société que dans une république, hein. Peu importe qu'elle soit républicaine ou pas d'ailleurs, et puis des républiques dites populaires et démocratiques qui n'étaient pas populaires et pas démocratiques, on en connaît, on en a connu, on en connaît hélas, donc le fait que ce soit une république, finalement, c'est le garant de quoi? Je suis pas sûr de grand-chose. C'est du discours, c'est de l'annonce, c'est de la vitrine, ça, c'est du vernis. Mais le fait que ça s'appelle comme ça, bon, alors vous avez un pouvoir politique, des idéologies dominantes qui imposent ce truc qui avant s'appelait autrement, qui maintenant s'appelle le contrat d'intégration républicaine, qui disent il faut absolument qu'ils aient un niveau en français pour pouvoir, bon, sous-entendu, il faut commencer à les assimiler, hein. Il faut les rendre similaires aux Français qu'on souhaite être des monolingues de langue française. Euh, mais est-ce que le fait que ces gens-là, ces institutions-là posent ça comme une condition, ça induit forcément une nécessité? Est-ce que c'est nécessaire? La seule chose qui soit nécessaire, c'est de répondre à la condition administrative. Cette condition administrative, elle n'a rien à voir, mais alors vraiment rien à voir avec les conditions sociales d'existence, hein. C'est un peu comme un certain nombre de choses qu'on vous demande d'apprendre à l'école pour réussir le devoir à la fin, et puis une fois que vous aurez fait le devoir, ça ne sert plus jamais à rien, hein. Voilà, c'est une exigence institutionnelle, il faut passer l'obstacle à un moment donné, puis une fois que vous avez passé l'obstacle, finalement, ce que vous avez appris pour passer l'obstacle ne servait qu'à passer l'obstacle. Et cet obstacle, on peut se poser des questions sur son intérêt, sa légitimité, sa pertinence à terme pour votre vie sociale, éducative, culturelle, etc. Bon. Et donc, il faut faire attention à ça, hein, à la façon dont on parle de ces choses-là. Voilà, on vous pose une exigence institutionnelle, ça rend ça nécessaire. Qu'est-ce qu'on veut dire par nécessaire? C'est juste qu'il y a une loi qui a érigé un obstacle pour filtrer, voilà, hein, pour sélectionner, pour orienter. De quel degré de nécessité, de quel type de nécessité il s'agit, il faut peut-être qu'on s'interroge là-dessus.
Il ne faut pas oublier quand même que la société française a toujours été, et en tout cas depuis le milieu du 19e siècle, une société qui a, alors entre guillemets, accueilli, parce que c'est pas toujours un accueil bienveillant, hein, des proportions importantes de populations venues d'ailleurs, que globalement, euh, ces populations-là, ces personnes qui ont décidé de rester, d'y faire leur vie, d'y avoir des enfants, d'y fonder une famille, etc., ils sont restés. Il n'y avait pas tout ça à cette époque-là. Il n'y avait pas les cours de français. D'ailleurs, souvent, c'était pas le français la langue du travail. Ceux qui arrivaient dans ma Provence, les Italiens, les Arméniens, etc., ben, c'est en provençal qu'on travaillait. Hein, c'est pas en français. Le français, on s'est mis à travailler en français à partir des années 1930. Avant, on ne travaillait pas dans cette langue abstraite qu'on apprenait forcés à l'école qui venaient d'ailleurs, qui n'étaient pas la nôtre. Mais peu importe, en tout cas, ils apprenaient la langue, ils n'avaient pas besoin de cours, ils vivaient avec les gens, ils trouvaient du boulot, ils faisaient leur vie, et petit à petit, ils apprenaient à jouer aux cartes, à jouer aux dominos, ils se fréquentaient, ils allaient à la fête du village ou du quartier. Enfin, on n'avait pas tout ça. On n'avait pas tout ça parce que finalement, on n'avait pas besoin d'avoir un système de surveillance finalement, qui est un système qui s'appuie sur une défiance a priori, quoi. Hein. C'est des étrangers. Ou étrangers, c'est une étiquette qu'on colle. Voilà. Vous avez remarqué qu'on ne dit plus les étudiants étrangers, on dit les étudiants internationaux, parce que étranger c'est mal, international c'est chouette. Bon, voilà. Donc, c'est des étrangers, donc il faut qu'on fasse attention, il faut qu'il y ait des parcours, il faut qu'on les surveille, il faut qu'ils passent tel truc, qu'ils remplissent tel papier, etc. Pendant des décennies, ça s'est passé autrement. Pendant des siècles, ça s'est passé autrement et ça s'est passé quand même. Et ça c'est même, moi qui suis descendant d'immigrés italiens, ça c'est même, j'en ai la mémoire familiale qui m'a été transmise, parce que c'est pas une immigration très ancienne, ça s'est même plutôt bien passé finalement. Hein. Bon, donc il faut se méfier de ces dispositifs hein, qu'on nous présente comme des évidences, comme presque des dispositifs qui vont faire que ça fonctionne mieux, quoi, vous voyez, alors qu'en fin de compte, ça complique épouvantablement la vie sociale. Hein. Ça vise pas des nécessités sociales, ça vise des nécessités idéologiques et politiques. Et je crois qu'il faut savoir un peu clarifier les deux, même si évidemment il y a des liens. Question suivante que vous vous posez, comment prendre en compte les langues premières de ces personnes et de leurs familles? Alors la réponse est simple, hein, et toutes les études le prouvent d'ailleurs. euh, il y a une base fondamentale, c'est la question des droits linguistiques. Les gens ont un droit fondamental, inaliénable, d'utiliser leur langue. C'est garanti par tous les grands textes de protection des droits de l'homme. Faire le contraire, c'est une atteinte aux droits fondamentaux et ça produit une discrimination puisqu'il y a des gens qui ont le droit de faire des choses dans leur langue et les gens qui n'ont pas le droit de faire les choses dans leur langue, qui doivent passer par la langue des autres pour avoir le droit de faire des choses. Ça s'appelle typiquement la discrimination. Comme vous le savez sans doute, c'est ce que j'ai appelé la glottophobie. Donc il y a un respect fondamental. Vous avez le droit d'utiliser vos langues. Non seulement vous avez le droit, on n'a pas le droit de vous en empêcher, on a même plutôt le devoir de vous y aider. Parenthèse, je vous rappelle que dans la Convention relative aux droits de l'enfant, il y a un article qui a été ratifié par la France, qui n'a pas été exclu de la signature de l'État français, de la ratification, donc il y a force de loi dans l'État français, qui dit que l'éducation doit inculquer, j'aime pas le terme, je pense que c'est une mauvaise traduction de l'anglais, doit inculquer aux enfants la culture, la langue, les valeurs de sa famille, de son milieu familial, de son milieu social. Hein. Est-ce qu'on fait ça à l'école en France? Est-ce qu'on fait ça en France en général? Est-ce qu'on contribue à enseigner aux enfants les valeurs, les pratiques culturelles, les coutumes, les langues de leur famille, alors que la France s'est engagée à le faire en ratifiant cette convention? Hein. Et si cette convention propose qu'on le fasse, c'est parce qu'on sait que c'est important. Hein. Alors, c'est important pour ce que je sais moi, sur le plan linguistique, parce qu'on sait que, et interculturel, parce qu'on sait que les gens qui sont plurilingues sont meilleurs dans toutes leurs compétences linguistiques que ceux qui ne le sont pas. Donc il vaut mieux avoir plusieurs langues plutôt que d'en abandonner une pour en pratiquer moins bien, mal à l'aise, etc., avec des blessures de renonciation, etc., une autre, parce qu'on sait qu'il y a des transferts qui se font en termes d'apprentissage, de compétences, bref, que pour apprendre d'autres langues, il vaut mieux renforcer celles qu'on a déjà. Hein. On s'approprie beaucoup mieux le français, puisque c'est ça leur but finalement, un certain nombre de gens. On s'approprie beaucoup mieux le français en continuant à parler d'autres langues qu'en abandonnant d'autres langues. Ça, c'est clair, c'est net. C'est un acquis de la recherche sur les compétences et les apprentissages des langues et les sociétés biplurilingues qui aujourd'hui vraiment fait consensus. Hein. Il n'est pas discuté parce que je pense qu'effectivement, c'est clairement établi. Euh,
c'est vrai aussi sur le plan culturel, hein, donc interculturel. Les gens ont besoin d'avoir des repères. Je veux dire par là, l'assimilation, c'est un mythe absolu. On ne peut pas devenir l'autre. On ne peut pas devenir similaire à l'autre, alors que forcément, par définition, on est différents les uns les unes des autres, y compris quand on est différent, parce qu'on est porteur d'autres langues, d'autres cultures, d'une autre histoire, d'autres expériences, d'une autre éducation, d'autres transmissions, etc., hein. Donc on peut enrichir, ajouter des choses, mais on ne peut pas retrancher ou difficilement, et en tout cas le fait de retrancher, ça met les gens dans des situations de grandes difficultés, de souffrance dont je vais parler juste après. Donc ça veut dire que on a aussi des raisons de penser que sur le plan de la relation interculturelle, c'est-à-dire de la capacité à accepter les modes de vie des autres comme étant différents des miens, à essayer de trouver des ponts, des points communs, à construire ensemble justement des moyens de vivre ensemble, il faut pouvoir s'appuyer sur ses propres références culturelles pour accepter celles des autres et pour travailler ensemble à construire quelque chose. Évidemment, il y a des liens très forts entre langue et culture, je passe là-dessus. Troisième point, pourquoi il faut absolument conserver, valoriser, développer les plurilinguismes et les pratiques linguistiques des gens, de leur famille, de leur milieu social, etc. C'est parce qu'on sait très bien que ça crée des souffrances psychiques à long terme qui peuvent avoir des conséquences graves dans la relation sociale ou dans la relation à soi-même, que la privation de langue, l'interdiction de langue, la survalorisation d'une langue et la dévalorisation d'une autre. Je vous renvoie aux travaux de Marie-Rose Moreau qui sont exemplaires en ce sens. Il y a d'ailleurs des vidéos, des interviews d'elle, etc., disponibles sur le net où elle dit les choses très clairement et de façon très convaincante. Euh, euh, Vraiment, hein, le fait d'avoir à renoncer à une part de soi-même met les gens dans une situation de tension, de conflit psychique, de conflit de loyauté, de conflit de relation, de conflit d'existence tellement fort que ça crée des souffrances. Alors il y en a qui passent au-delà, il y en a même qui sont résilients de ça. Souvent, il y en a qui passent au-delà, mais qui gardent une blessure profonde. Ce qui fait que, par exemple, moi, dans mon métier, quand on fait des enquêtes sur les langues des gens, sur leur rapport aux langues, les langues qu'on leur a parlé dans leur famille, qui parlent à leurs enfants, il est très fréquent que quand arrive euh, le moment où on parle de ces renoncements, de cette non-transmission, de cet abandon, les gens soient dans des moments de grande émotion. C'est fréquent qu'ils n'arrivent plus à parler, la gorge se serre et puis les larmes coulent. Hein, voilà, d'un seul coup, on est obligé de parler du fait que, ben voilà, nous on avait une langue, c'était la nôtre, on a arrêté, on a été obligé. Voilà, la pression était trop forte, on a arrêté. Je ne l'ai pas parlé à mes enfants ne la parlent pas, ils ne la comprennent plus. Et cette perte, cette rupture dans le lien, y compris entre les générations, etc., c'est vraiment vécu comme une plaie ouverte qu'on cache comme on peut, mais qui, ça, l'émotion ressort, hein. Mais j'imagine que, comme moi, quand vous avez discuté avec des gens qui parlent de leur parcours migratoire, dans lesquels il y a des parcours linguistiques, c'est des choses qui vous sont arrivées aussi. Il y a des enfants que ça rend mutiques, hein, vous savez ce qu'on appelle le mutisme à l'école, c'est souvent le résultat d'un conflit linguistique, hein, d'une hyper-dévalorisation ou d'un blocage, parce qu'on te dit, bah, tu parleras, mais si tu parles dans cette langue-là, le gamin, il sait pas, il veut pas, il peut pas, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait? Il se tait, il parle plus. Donc s'il parle plus, il n'a pas de relation avec les autres, il apprend pas, enfin bref, c'est l'échec total, tout simplement parce qu'on essaie de l'obliger à parler une autre langue et de l'empêcher de parler la sienne. A priori, bon. Et des anecdotes comme ça, je pourrais vous raconter des dizaines, parce que j'en ai recueilli aussi des témoignages à la fois poignants et affligeants, parfois même révoltants, hein, de la bêtise de ce qu'on produit, de ce qu'on projette sur des gens, sur des familles, sur des enfants. Donc, qu'est-ce qu'on fait des plurilinguismes? On les valorise, on les maintient. Surtout, on arrête de dire aux parents, parlez français à vos enfants, ils seront meilleurs en français. Ça détruit, d'abord, ils seront pas meilleurs en français, ils auront bien plus de balles en français que si on continue à leur parler leur langue à la maison. Ça détruit les relations familiales, ça détruit l'image de la culture familiale, du patrimoine, du rôle du père, de la mère, des frères et des sœurs. Enfin, ça bousille tout, hein, dans la tête des gens, dans leur vie. Il faut vraiment arrêter de dire ces choses-là. Je sais qu'il y a plein de gens qui le disent de bonne foi, parce qu'on leur a pas expliqué, parce qu'ils sont pas formés, parce qu'ils reproduisent le discours dominant. Mais vraiment, non seulement c'est complètement faux, mais c'est dangereux. Voilà. Et quand il y a des gens dont c'est la responsabilité, des gens qui sont des travailleurs sociaux, des gens qui sont des médecins, moi on m'a raconté des pédiatres
des couples mixtes, comme on dit, qui demandent au pédiatre, ben, moi j'ai une langue, elle a une langue B, qu'est-ce qu'on va parler aux enfants? Ah, parlez leur français, sinon il va avoir des problèmes cognitifs. Enfin, de quoi je me mêle? Tu connais rien. Est-ce que moi je parle de pédiatrie? Renvoie-les vers des linguistes et on dira aux gens, oui, surtout, élevez vos enfants avec plusieurs langues, avec vos langues à vous. D'abord, quand ils grandiront plurilingues, ils grandiront avec une ouverture, avec des moyens, des ressources, vous leur faites un cadeau magnifique. Et puis surtout, vous pourrez chacun lui dire que vous l'aimez dans la langue qui vous sert le plus, qui est la plus intime pour dire ces choses-là. Et quand on dit à son enfant qu'on l'aime et quand on le soigne, quand il souffre, on le soigne bien mieux dans une langue du cœur que dans une langue de la tête. Euh, Comment valoriser les plurilinguismes? Bah, du coup, ça veut dire mettre en place tous les dispositifs qui rendent le plurilinguisme normal, l'usage d'autres langues normales dans tous les lieux, l'accueil, l'hospitalité des langues des gens dans les lieux où ils se rendent, au guichet, dans les administrations, dans les centres sociaux, à l'école, que quand les gens arrivent à l'école, on les accueille avec des langues et pas seulement avec le français. Valoriser les plurilinguismes, ça veut dire aussi renverser les rapports linguistiques. Ça veut dire que bien sûr, ok, vu tout ce qu'on s'est dit avant, il faut que les gens apprennent le français. Ça va quand même être beaucoup plus simple pour eux parce que tout est fait pour leur rendre la vie compliquée s'ils passent pas par le français. Bon, c'est comme ça. Mais il faut faire le chemin dans les deux sens. Il faut aussi qu'on soit sensibilisé aux langues, qu'on sache les reconnaître, les nommer, les comprendre, dire quelques mots, que les enfants à l'école qui ont dans leur classe, si la langue familiale pour un enfant est le français, que son voisin, sa langue familiale, c'est une autre langue, qu'elle soit française d'une autre région, d'un autre pays, ou même de ce pays-là, si lui la parle pas. Hein. Un petit gamin qui parle aussi l'occitan à côté de Montpellier parce que c'est la langue de son grand-père, un autre qui parle créole parce que c'est martiniquais, parce que c'est la langue de ses parents, c'est de là qu'ils viennent à l'origine, et puis un autre qui parle tchétchène, et un autre qui parle l'arabe maghrébin, etc. Mais les enfants spontanément, ils s'intéressent à ça. Et comment tu dis, c'est quoi, comment tu parles, explique-nous, apprends-moi des trucs. Voilà, qu'on apprenne les langues des autres. C'est une façon de reconnaître leur légitimité, d'abord à leur langue. Donc, du coup, ils vont dire, bah oui, j'ai le droit de les parler, les gens s'intéressent à ma langue et tout. Puis en plus, ça veut dire qu'on reconnaît la légitimité des personnes en tant que ce qu'elles sont, plutôt que de les disqualifier en disant tu seras une personne à part entière quand tu parleras la langue de l'autre. Donc valoriser le plurilinguisme, alors là c'est pareil, des dispositifs pédagogiques, des dispositifs, on en connaît plein, plein de gens ont été formés à ça. Damien Boissé qui est avec vous, je l'espère, parce qu'au moment où j'enregistre, c'est quelques jours avant, je ne sais pas, mais il en connaît plein, il va vous donner plein de ressources. Donc valorisons les plurilinguismes, acceptons, soyons hospitaliers de toutes les langues des gens, il faut les développer et les apprendre. Comment faire du français une langue du vivre ensemble et non un diktat de l'intégration? Ben, c'est la conséquence de ce que je viens de dire. Si le français est une langue parmi les autres, ni plus ni moins, qui a des fonctions spécifiques que les autres langues n'ont pas, mais l'inverse est vrai. Les autres langues ont des fonctions spécifiques que le français n'a pas. On rétablit plus ou moins, pas tout à fait, c'est compliqué en français, mais on rétablit quelque chose d'un peu plus équilibré, j'ose pas dire égalitaire, ni même équitable. Hein. Et du coup, le français est moins la langue qu'on impose, la langue du diktat, la langue autoritaire, totalitaire, dictatoriale, et puis toutes les autres sont disqualifiées. Le français est un moyen de plus de relation au monde, de relation aux autres. Euh, à condition aussi qu'on laisse les gens le parler à leur façon. Il n'y a pas de raison qu'on parle tous le français, comme la grande bourgeoisie parisienne qui sert de modèle à la norme du français qu'on considère bon, correct ou bien. Hein. On est pluriel, y compris chacun d'entre nous, y compris linguistiquement. Moi, j'ai grandi avec trois langues, l'italien, le provençal et le français, et dans mon français, et même si ça fait plus de 30 ans que je vis en Bretagne, où j'ai d'ailleurs appris des langues locales, il y a des traces que vous entendez évidemment, hein, y compris de ma façon de dire les choses, pas seulement dans la prononciation, hein, de ces autres langues qui sont les miennes. Hein. Voilà, donc je parle le français à ma façon, et chacun doit pouvoir s'approprier le français à sa façon. Et si on reconnaît aux gens le droit d'être francophone en étant en même temps locuteur d'autres langues et en étant un être pluriel qui parle chaque langue de façon singulière, parce qu'on reconnaît la singularité de chaque individu, alors là, le français, je vais l'accueillir beaucoup plus facilement que si on me l'impose de l'extérieur et qu'en plus je dois le parler comme des gens qui sont pas moi, qui n'ont pas mon histoire, qui n'ont pas mes langues, qui sont pas de mon milieu social, qui sont d'ailleurs, etc. Hein, voilà, pour favoriser le français, langue du vivre ensemble, ça veut dire qu'on doit accepter tous les Français de tout le monde. Hein. Vous avez peut-être vu,
je viens de participer à l'élaboration d'un jeu sur enfin pas là, mais les langues françaises, justement, qui est paru chez Assimil, qui s'appelle Francophonie au pluriel, et qui a comme sous-titre le grand jeu de toutes les langues françaises. Acceptons le fait que nous ayons des langues françaises, chacun s'y sentira bien plus à l'aise. Le jour où les Algériens ne vivront plus le français comme la langue de la France, c'est-à-dire comme la langue d'une histoire coloniale douloureuse, mais comme une langue qu'ils se sont appropriée, qui est la leur, et qu'ils ont bien le droit de parler comme ils veulent, à leur façon, etc., comme le font les Québécois ou les Marseillais, et bien ça va beaucoup changer le rapport qu'ils ont à cette langue, qui trouvera beaucoup mieux sa place dans leur société, dans leur système de pensée, qu'aujourd'hui où c'est quand même compliqué, parce qu'il y a cette histoire qui est lourde et qui est pas loin derrière. Comment construire des valeurs communes à travers les différentes langues? Alors ça dépend de ce qu'on appelle des valeurs communes à travers les différentes langues. Moi là, j'ai pas de réponse absolue à ça. Je sais, enfin les valeurs, si c'est au sens de nos éthiques, ben, ça se discute entre nous. Je pense pas qu'on puisse n'avoir que des valeurs en commun, quelles que soient nos origines, nos langues, nos cultures, nos histoires. Je pense que on a tous des valeurs qui nous sont chères et qui sont pas chères à nos voisins. Voilà, moi, il y a plein de gens qui sont entre guillemets français comme moi, puisque mon pays l'est depuis quelques siècles et que voilà, hein, bon, je suis né, on m'a dit t'es citoyen français et tu parleras français. Bon, ok, j'ai quand même continué à parler provençal, mais bref, enfin pas bref d'ailleurs. Je veux dire des gens qui sont français comme moi, mais qui ont des valeurs qui sont pas les miennes, hein. Ça c'est clair. Et on a très peu de valeurs en commun. Je suis même pas sûr qu'on en ait du tout. Donc voilà, hein, ils sont peut-être vos voisins, voilà. Pourquoi est-ce qu'on aurait forcément des valeurs en commun? Chacun peut penser que ces valeurs sont bonnes, essayer d'en convaincre les autres. On peut se mettre d'accord collectivement sur le fait que certaines valeurs, certains grands principes vont nous aider à vivre ensemble, à faire ensemble, et que d'autres vont au contraire mettre de la tension, de la dissension, voire du conflit, voire des choses graves qu'on ne souhaite pas. Ça oui, hein. Mais c'est quelque chose qu'on doit discuter, qu'on doit négocier, qu'on doit réactualiser en permanence. Et c'est pas qu'il y aurait pas des valeurs sacrées, sinon on est dans la religion, quoi. Il y aurait pas des valeurs sacrées qui s'imposeraient à nous, que tout le monde devrait absolument respecter et que personne n'aurait jamais à discuter. Quand on parle, vous savez, des fameuses valeurs de la République, moi je pose toujours la question, lesquelles? Celles qui sont affichées ou celles qui sont effectivement mises en œuvre? Parce que dans la vraie vie, la liberté, l'égalité et la fraternité, en France, il y en a guère. Hein. Alors, les vraies valeurs, c'est plutôt le contraire, hein. C'est surveillance, inégalité et défiance les uns des autres, hein. Voilà, parce que si c'était liberté, égalité, fraternité, je vois pas pourquoi il y aurait des problèmes avec des gens qui viennent d'ailleurs, qui eux n'ont pas le droit d'être libres, qui sont pas ni nos frères ni nos sœurs et qu'on ne traite pas à égalité. Donc voilà, ça me dit que j'ai quasiment épuisé le temps que je m'étais donné pour ce créneau que vous m'avez confié. Donc voilà, question des valeurs, moi je me méfie beaucoup, hein, les discours ronflants, ok, soyons clairs, explicites, et soyons modestes là-dessus aussi. Euh, c'est aussi une question d'approche interculturelle, hein. Si on impose, enfin, je vais faire un résumé très court, c'est une formule que j'utilise tout le temps dans mes cours sur l'interculturel. Je cite cette phrase de Tzvetan Todorov, tiens, un étranger devenu français, qui a écrit un très très beau livre qui s'appelle Nous et les autres, dans lequel il a cette formule que je trouve une source de réflexion très importante, très stimulante. Il dit l'universalisme est un ethnocentrisme qui s'ignore. Imposer ces valeurs comme étant des valeurs forcément universelles aux autres, sans demander aux autres quelles sont les leurs et comment on peut les discuter, c'est une attitude ethnocentriste, c'est se penser être le centre du monde, c'est une forme de supériorité, au fond c'est un esprit colonialiste, et c'est pas comme ça qu'on développe un vivre ensemble équitable ou mieux encore à égalité. Donc voilà, écoutez, je crois que j'ai un peu fait le tour des questions que vous vous posez, que vous m'avez posées. Je vous ai dit, de mon point de vue, là où j'en suis de mon parcours, de mes travaux de recherche, de mes connaissances, de mes expériences personnelles, de mon histoire personnelle, de mes valeurs à moi, de mes convictions à moi, comment je répondrais à ces questions-là. Que c'est fait pour, comment dire, je vous les donne à réfléchir, hein, c'est pas pour vous donner une leçon et pour vous dire, voilà, la réponse c'est ça, c'est des réponses parmi d'autres possibles. Peut-être qu'il y a quelque temps ou dans quelque temps, je les formulerai un peu autrement, ou j'aurai d'autres idées nouvelles, meilleures, qui sait.
Bon, ce serait bien si on progressait. Mais je veux dire par là, voilà, c'est juste stimuler la réflexion. Je vous souhaite de bonnes discussions autour de ça. J'espère que ça vous aura été utile que je prenne ce temps avec vous, que vous le preniez avec moi. Et puis, eh ben, j'espère une autre occasion de se voir directement face à face. C'est quand même la relation humaine qu'il nous faut privilégier. Bacchi, bon ben vuoi dire adesias in Provençal perché se il n'y a pas qu'une langue suletto in France, ne faut parler ben d'autres, poi il provençal è gaire different dell'occitan che parla aquí da Costa di Montpellier. Adun Bacchi, adesias in tutti, tenes-vous ben gaillard e a un altre cau. Ciao!